Cosa Vostra. L'année 22, post-pandémie, a plutôt été une divine surprise parce que la non-parution de certaines, libre a amené, ipso facto, des réorganisations d'éditions, a amené un certain nombre de mesures d'économie qui là n'étaient pas discutables. L'année 23, de partout, j'entends des inquiétudes. Et là, je ferai référence à mon maître Jean-François Lemoyne. Il avait cette formule: quand Ouest France tousse, nous sommes victimes d'angine. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Jean-Clément Texier, expert média, peut-être j'allais dire homme de l'ombre, mais bon, pas tant que ça. Vous êtes quand même visible sur Internet, il y a pas mal de choses. Alors, je dis expert média, vous l'êtes vraiment. Vous êtes officiellement président de Ringier France et je vous reçois aujourd'hui parce que vous avez sorti en fin d'année dernière un livre coécrit avec Richard Verly qui s'appelle Presse et territoire, une si fertile proximité. Donc, on va parler aujourd'hui principalement de presse quotidienne régionale, un des sujets sur lesquels vous êtes expert. Un de mes terrains de jeu favoris. Un de vos terrains de jeu favoris, exactement. Il s'agit donc entre autres de 6 entretiens avec 6 acteurs clés du secteur. Je les cite. La Dépêche du Midi, Le Télégramme, SIPA Ouest France, La Voix du Nord, EBRA et Centre France. Donc, les grands groupes de PQR. Et alors, parmi votre longue carrière, vous avez été entre autres administrateur au Point, administrateur au Temps. On en parlait longtemps, enfin, on en a parlé un peu avant là. Qui fête son 25e anniversaire et que je sais que vous allez inviter fort justement. Et je vais même aller chez eux. Donc là, voilà, en exclusivité, je l'annonce, on fera ça en mai. Ça risque d'être très chouette. Ce sera le premier voyage de Mediarama en dehors des frontières pour aller voir ce qui se passe chez nos voisin suisse. Vous avez été aussi banquier d'affaires spécialisé dans la presse, donc vous avez votre actif une paire d'acquisitions, puisque c'est quand même aussi dans les médias un des grands sujets, les acquisitions. On pourrait presque faire un épisode, à mon avis, là-dessus. Il y aurait de quoi dire. Vous avez participé à de nombreux deals d'acquisition de médias, donc vous connaissez très notamment bien les arcanes. Des acquisitions de presse quotidienne régionale. J'ai amené pendant un certain nombre d'années Le Monde à être actionnaire de Midi Libre et pendant 12 ans, j'étais au conseil de surveillance de ce grand journal, aujourd'hui propriété de la famille Bailey. Exactement, et qui est depuis un moment. Mais avant que l'on commence à parler de votre livre, pourquoi vous vous êtes intéressé à la presse dans votre parcours ? Paradoxalement, je me suis intéressé à la presse par le livre, parce que j'étais un fervent lecteur, plus d'essais, de biographies que de littérature. Et tout naturellement, dès la seconde, je me suis fait à faire des petites fiches de lecture. Puis, plutôt que les laisser dans un tiroir, je les ai envoyées à des journaux. Puis un jour, j'ai eu la surprise, le bonheur, que une note de lecture que j'avais envoyée au journal Combat, sans y connaître quiconque, soit non seulement publié, mais que Pierre Kyrial, patron de Combat Lettres, me dise « Passez me voir » au jour de la publication. Je passe le voir. Il me dit « J'ai vu que vous avez rendu compte d'un livre qui fait 300 pages. Est-ce que ça vous intéresserait de regarder les gros livres non romanesques ?» J'ai dit « Banco ». C'est comme ça que je suis entré à Combat, dont je suis devenu le numéro 2 pour tout ce qui était non-fiction. Et de livre en livre, je me suis dit, il faut que j'aille plus loin. Et c'est ainsi que j'ai été amené à créer une collection de livres que j'ai appelée En hommage à Pierre Nora,
la bibliothèque des médias, où je voulais justement aller dans les arcanes de ceux qui faisaient. C'était moins les grands journalistes, les grands éditorialistes qui me passionnaient, qu'en réalité, les éditeurs. D'ailleurs, en parallèle, j'avais lancé ma thèse sous la direction du professeur Ball, elle est toujours en cours. C'était une archéologie du patronat de presse. C'est le pouvoir. Le fonctionnement des institutions, les modèles économiques. Enfin, les hommes qui tiennent, les actionnaires. Et d'ailleurs, c'est comme ça que de fil en aiguille, je suis devenu le conseil d'Henri Smadja dans les 18 mois qui ont précédé, je dirais, sa disparition et la mort de Combat. J'ai assisté à la naissance du quotidien de Paris qui a été lancé en réalité grâce au laboratoire pharmaceutique sur une idée d'Henri Smadja et sur le talent, la folie de presse de Marie-Claude, je dirais son épouse, mais Philippe était un homme aussi exceptionnel qui nous a quittés cette année. Donc, c'est toutes les coulisses qui m'ont toujours passionné. Et un des premiers livres que j'ai sorti a été consacré à la presse quotidienne régionale. Il était signé par celui qui allait devenir le patron de Sud-Ouest. Il en était l'héritier, Jean-François Lemoine. 4 milliards de journaux. Aujourd'hui, il devrait signer ce livre. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait l'intituler 2 milliards de journaux. Non. Mais c'était la Bible par rapport à la PQR. Et comme on avait beaucoup travaillé ensemble, il m'a appelé à ses côtés peu de remplir quelques fonctions de recherche et développement. Moi, j'appellerais plutôt la fonction poubelle, c'est-à-dire que tous les dossiers de novation dont ces grands cadres ne voulaient pas se charger, un jour ou l'autre, ils me revenaient. Oui. Et justement, ça permettait, dans un monde qui change, de voir que des évolutions se pressentaient. Et de fil en aiguille, je dirais, j'ai accompagné toute sa vie Jean-François Lemoine. Je me suis passionné d'autant plus pour la PQR qu'un de ses collaborateurs, Louis-Guy Gaillan, présidait l'école de journalisme de la rue du Louvre. Et à un moment, s'est dit, il s'agit aussi de valoriser cette presse. Et il a fait un petit livre sur les familles de presse, de la presse quotidienne, avec Jean-François Lemoine dans le cadre des instances professionnelles. Nous avons fait une enquête, un peu un benchmarking, et également comment nos confrères étrangers réagissent, qu'est-ce qu'ils innovent, et c'est vrai qu'ils vont beaucoup plus vite. On en a sorti également un ouvrage. Donc, j'ai un peu le sentiment, quand j'ai répondu à l'appel de Stéphane Delaporte pour dire comment peut-on valoriser, peut-être par le livre, à l'occasion du lancement de Diverto sur lequel on reviendra, la PQR, j'ai eu l'impression que je continuais, dirais, à creuser le même sillon. Et j'étais heureux hier de discuter avec un ancien patron de PQR qui me disait, je suis en train d'écrire, je dirais, sur la PQR. Je lui dis, attendez, je vais m'en occuper, je vais vous trouver un éditeur. Comme ça, je dirais, pratiquement, j'aurais touché à tous les livres qui véritablement parlent de PQR. Donc c'est Monsieur PQR que je reçois entre autres aujourd'hui, une de vos casquettes. Et donc vous mentionnez Stéphane Delaporte, qui est le directeur de la régie 366 et donc de Diverto, qui est ce magazine. On a reçu Antoine D'accord à Mediarama, ce magazine, le programme télé, mais pas que, qui a été lancé par 366, donc qui est la réunion de... Enfin, les éditeurs de presse quotidienne régionale qui sont si respectueux de leur autonomie travail de concert, ont réussi à se mettre autour d'une table pour produire leur magazine, comme finalement c'était fait chez un certain nombre de leurs voisins. Il est vrai d'ailleurs que, je ferai souvent, si vous me permettez, des rappels à l'histoire. D'une certaine façon, le TV Magazine, il est né d'une part du groupe Hachette et d'autre part du groupe Hersan, mais à l'époque, le groupe Hersan avait un tiers de la presse quotidienne régionale et le groupe Hachette
avait 10 à 15%. Donc, c'était des magazines d'éditeurs. C'est le retrait de ces deux groupes par rapport au quotidien pour aller vers ce qu'ils croyaient plus prometteur, les magazines, qui fait effectivement que, se trouvant chez Le Figaro, en fait, le TV Magazine, par rapport à la PQR, n'avait plus ce cordon ombilical. Donc, c'est un juste retour. Une espèce d'aberration à un moment. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que fondamentalement, les éditeurs de PQR ont senti que là, il ne s'agissait pas d'offrir uniquement une grille de programme, il s'agissait de proposer une ouverture sociétale. Et je crains que vous m'attaquiez un moment ou un autre sur le vieillissement des lectorats, et vous auriez raison. Par diverto, il y a une tendance à proposer des sujets qui devraient être plus en phase avec les préoccupations de plus jeunes lecteurs. Donc ça, effectivement, c'est Diverto, c'est un beau projet, on le suit. Je l'espère, en tout cas, que cet objectif sera comblé. Et pour inviter le moment aussi Stéphane Delaporte, parce que dans un lieu, la PQR, qui, en dépit de cette initiative, a du mal à se remettre en question et à s'unir, c'est véritablement et un fédérateur, un dynamiteur et un homme plein d'idées. L'invitation et en plus, est lancée. Il sait capter l'argent des annonceurs qui financent et qui nous montrent encore qu'il y a des annonceurs à croire dans le papier. C'est clair. Donc l'invitation est lancée pour Stéphane Delaporte. Est-ce que en France, vous parliez un peu de leurs soucis, de leur envie d'indépendance les uns par rapport aux autres, et donc ça n'a pas toujours été facile de travailler ensemble. Est-ce qu'ils ont quand même des problématiques similaires, ces groupes, ou est-ce qu'ils ont des enjeux différents, des strates différentes? Si on peut regarder une espèce de photographie de ces 6 grands groupes que vous étudiez, alors ils ne sont pas tous, il n'y a pas Sud-Ouest notamment, il y a Nicolas Sterckx qui a rejoint récemment un peu cette grande famille. Ils ont des problématiques similaires? Ce n'est pas une question de conflit d'intérêts qui fait que, vu tous mes liens avec Sud-Ouest, je n'ai pas pu le mettre dans ce petit volume de l'âme des peuples. C'est simplement qu'il n'était pas arrivé quand on a lancé le livre, et Patrick Van Rief, qui avait fait son prédécesseur un grand travail, était partant. Donc, l'actualité éditoriale l'a occulté, mais j'espère bien qu'on fera un tome 2. Et là, Nicolas, qui est en train de tenter, je dirais, d'apprendre la modernité à ce groupe, sera une figure marquante. On le souhaite, je l'ai reçu, et c'est un beau challenge qu'il a, effectivement. Il a un beau challenge. Il a aussi une difficulté, c'est à faire bouger ses actionnaires. Alors, j'allais dire, sur les 6 que vous évoquez, il y a à la fois une grande proximité et quand même des différences. Il y a ceux, au fond, qui restent fondamentalement ancrés dans la couverture de leur territoire et qui privilégient la locale, qui reste en réalité une pépite, parce que la locale, c'est une information spécialisée. On a vu en Presse Magazine que la presse spécialisée tenait mieux que la presse généraliste. On a vu que d'une certaine manière, l'information ciblée était quelque chose que l'on pouvait vendre, alors que véritablement sur Internet, l'information au jour le jour, on la trouve et on n'a aucune raison, je dirais, de la payer. Certains donc s'y attachent pleinement, le développent en allant vers le numérique. Reconnaissons quand même que même s'il y a des degrés divers de développement de leur numérique, les nationaux, en premier, oserais-je dire, Le Monde et ses 500 000 abonnés numériques, mais aussi Le Figaro, ont un temps d'avance par rapport à ce que la PQR réalise. Ce qui différencie ces acteurs, c'est que
quelques-uns ont quand même trouvé des voies tierces de développement. Et là, on a un exemple extraordinaire qui montre qu'il ne s'agit pas d'être un mastodonte pour innover. Il faut prendre du risque. Et là, je salue, non pas parce qu'il est un de mes auteurs, Édouard Coudurier, mais quand Édouard Coudurier a pris totalement les rênes de Région Job, où au départ, Le Monde et Claude Perdriel, qui avait plus de moyens que lui, étaient, à un moment, il s'est endetté pour prendre tout ça, il y a cru. Il l'a développé et aujourd'hui, c'est devenu Hello Work. Il a continué à côté aussi en allant plus loin que d'autres, je dirais, sur l'événementiel et notamment sur le maritime et faisant même des acquisitions auprès des anglo-saxons. Donc, il y en a un là qui a véritablement une diversification légitime qui est non seulement une réussite économique, mais qui a des longueurs d'avance, qui est digne un petit peu de ce que réalise également le Figaro sur le numérique, sans pour autant, je dirais, abandonner l'information, où là, je dirais, il est stimulé par son frère Hubert. West France, on parlait du Télégramme. On ne voulait pas citer, mais c'est le Télégramme. Non, mais le Télégramme, je dirais, ce qui est intéressant dans cette famille, c'est qu'il y a un manager, développeur, expérimentateur qui est Édouard Coudurier, mais à ses côtés, il y a son frère Hubert, issu de l'AFP, journaliste jusqu'au bout des ongles, l'auteur de biographies fameuses, et qui défend une information de qualité dans le journal, vous voyez la palette de ses éditorialistes, et qui s'est donné, même si ça coûte, aussi un objectif de développer des télévisions locales de qualité et de tenter, je dirais, de fédérer les autres. Donc, il y en a vraiment un qui a une diversification réussie. Est-ce qu'il pourra aller jusqu'au bout? Parce que quand on est dans l'univers hors local, d'une certaine manière, on va affronter des plus puissants que soi. C'est d'une certaine manière une transition que vous me facilitez vers Ouest France. Ouest France, à une époque, avait une filiale qui s'appelait Spire, qui avait le premier groupe de journaux gratuits. Et quand Ouest France dépassait le 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'était par les gratuits qu'il le faisait et non pas par ce quotidien régional d'extraordinaire niveau voulu par François-Régis Hutin. Et je pense que son légitime successeur dans les semaines qui viennent, mon auteur, François-Xavier Lefranc, sera à la hauteur et vendra bien Ouest France. Mais ils se sont totalement plantés en refusant, je dirais, de changer de cap au niveau des journaux gratuits, alors qu'ils avaient eu la chance de détecter Le Bon Coin, dont ils étaient actionnaires au tout départ, mais ils l'ont vendu, alors que là, l'homme de l'ombre que je suis peut révéler. J'avais essayé de convaincre François-Régis Hutin, puisqu'en plus, c'était dans mon mandat de banquier d'affaires, de trouver une solution sur Le Bon Coin. Je dis, bon, si vous voulez un peu d'argent, vendez-en un petit peu, mais surtout, alliez-vous avec les Norvégiens qui vont le coter en bourse, prenez X%, et bien qu'ils aient récolté plus de 100 millions, aujourd'hui, ce serait le demi-milliard qu'ils auraient en caisse. De même que s'ils étaient sortis au sommet de Spire, c'est également un demi-milliard. On aurait pu avoir un groupe qui a 1 milliard de trésorerie et qui aurait eu justement les moyens de devenir un acteur de première catégorie. Donc, effectivement, les Bretons ont pris des longueurs d'avance, positivement ou négativement. Peut-être Ouest France quand même qui reste le plus solide de nos régionaux quant à son implantation, son image globale.
va, sous la houlette de François-Xavier Lefranc, rebondir. Il faut d'ailleurs que nos grands, je dirais, changent de braquet parce qu'il y a quand même 2 acteurs nouveaux qui viennent d'apparaître dans le paysage. Monsieur Niel d'un côté, Monsieur Saadé de l'autre. Alors, qui ont respectivement racheté, pour ceux qui ne connaissent pas bien Monsieur Saadé, la Provence. Et Nice Matin. Voilà. Et qui, pour Monsieur Niel, n'a pas que la Provence. Il a Paris Turf. Et il a un irréprochable parcours au monde. Donc, oui. Peut-être lui, un jour, pourrait se dire, c'est moi le papivore nouveau. Papivore, c'était le surnom peu affectueux dont on qualifiait Robert Hersan lorsque, je dirais, il était en action. Et j'anticiperai par rapport à une question que je subodore qu'un jour vous me poserez. Enfin, est-ce qu'il y a, je dirais, un souvenir qui vous a marqué de tous ces liens avec ces patrons de la PQR? J'étais à l'origine du dossier H commerçant de Dominique Ponce, où véritablement Robert Hersan, fait rarissime, avait accepté d'être interviewé. Et Dominique Ponce lui pose la question, je revois les yeux pétillants d'Hersan quand il écoute la question, « Monsieur, de vos quotidiens, quel est le préféré ?» Et là, jubilant, Hersan dit, « Le prochain. » Je trouve que c'était vraiment le définir. Et là, justement... là, vous sentez qu'il peut y avoir ce genre de jeu avec un Niel. Mais j'aspire à ce qu'un acteur qui ait tout à la fois les moyens, mais aussi le feeling, se dise c'est bien les nouvelles technologies, c'est bien la consolidation des magazines, mais le renouveau de cette PQR où il va falloir renverser la table. Vous évoquiez que j'ai interviewé avec Richard Verlis 6 acteurs et en réalité, il y a une dizaine de groupes qui comptent. En réalité, il devrait en rester 3 parce que si je regarde nos voisins suisses, belges, britanniques en PQR, au mieux, dans les pays, il reste 2 acteurs. Donc, je ne cesse de proclamer la concentration. Elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous, elle est inéluctable, elle est nécessaire. Concentrez-vous, messieurs. Mais alors ça avance quand même. Si je regarde à l'Est, si on prend un virage, Hébras, quand même, il y a eu un gros travail de concentration. Alors, mais pour vous, c'est bien, mais pas suffisant. D'abord, je rendrai hommage effectivement à feu le président du Crédit Mutuel, Michel Lucas, qui a hérité d'une petite présence à l'Alsace, à Mulhouse, s'est trouvé dans des opportunités de jouer un rôle aux Républicains lorrains, puis naturellement à Strasbourg, parce que le bassin du Crédit Mutuel, c'est Strasbourg, et puis après, une méga opportunité à prendre le Progrès à Lyon et le Dauphiné. Il a constitué un bloc qu'aujourd'hui on appelle Hébras, Est, Bourgogne, Rhône-Alpes. Mais, cher monsieur, c'est il y a 10 ans que ça a été fait. Ça n'a pas bougé. Ce qui est remarquablement, je dirais, fait par Philippe Carli aujourd'hui, c'est de rationaliser, mutualiser un cet univers de marques multiples. Mais là, on est dans une des choses les plus difficiles, c'est quand même le corporatisme naturel de tous les métiers de l'information, surtout quand on touche aux journalistes. On avait dans le passé des difficultés à véritablement mutualiser les outils de production. On est arrivé à le faire grâce à Ricobono à Paris. Il faut espérer que Ricobono aussi pourra en province faire un certain nombre de rationalisations, et comme il entre avec Diverto aussi sur ce secteur, il va être considéré plus comme le grand méchant loup, comme l'allié du livre CGT
dont d'aucuns voudraient le voir, mais il s'agit, le temps nous y incite, peut-être à ne pas être trop violent et être en négociation. Mais aujourd'hui, il faut aussi harmoniser les rédactions, mettre en commun un certain nombre de services, parce que aujourd'hui, tous les éditeurs, d'ailleurs, s'ils veulent se redéployer pour leur contenu sur du numérique, ils doivent embaucher des hommes de technologie qui coûtent beaucoup plus cher que les journalistes, qui doivent être beaucoup plus nombreux, et il faut qu'ils aient des moyens. Un des problèmes de notre PQR, si je la compare à nos voisins étrangers, c'est que en Belgique, en Suisse, l'EBITDA, c'est-à-dire le profit avant impôt, avant, je dirais, le amortissement, pour simplifier, il est quasiment de 10%. Chez mes amis suisses, même, on sonne le tocsin quand on n'est pas à 15%. Pourquoi ? Parce qu'il faut dégager de l'argent pour le remettre sur de la recherche et développement, ou, dans certaines fois, on va explorer des voies qui se révéleront des impasses. Édouard Coudurier, dont je louais les réussites, mais il a fait un journal gratuit d'entreprise, il a fait des city magazines, ça ont été des flops. Ce qu'il faut admirer, c'est que chaque fois, il est reparti. Mais pour ça, il faut préserver du cash flow. Or, au mieux, le cash flow de nos bonnes entreprises de presse, il est en France, je parle pour la PQR, de 1 ou 2%. Et si finalement, l'année 22, post-pandémie, a plutôt été une divine surprise parce que, au fond, la non-parution de certaines, libre a amené ipso facto des réorganisations d'éditions, a amené un certain nombre de mesures d'économie qui là n'étaient pas discutables. L'année 23, de partout, j'entends des inquiétudes et je ne sais pas véritablement qui sera positif au terme de cette année. Et là, je ferai référence à mon maître Jean-François Lemoine. Il avait cette formule: quand Ouest France tousse, nous sommes victimes d'angine. Et quand je vois un rapport validé par la direction de Syndex de Ouest France qui annonce des années noires pour 23, 24, 25 à Ouest France, je me dis partout, ça va être des années terribles. Alors, c'est peut-être une chance parce que ça doit amener ces groupes à bouger, mais les égos sont tellement forts que très souvent, on se dit, mais moi je tiendrai et je préfère attendre que mon voisin sombre que plutôt lui tendre la main, rechercher avec lui des alliances. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment louer l'opération Diverto, mais Diverto doit faire des petits. Et vous œuvrez à ça, justement ? J'essaye. Alors, j'imagine... Mais dans certains cas, j'ai l'impression d'être sur une piste du Paris-Dakar dont je ne vois pas l'arrivée. Ouais, j'imagine bien. Surtout qu'on voit quand même les stratégies quand même se mettre en place. Et Bras, on a Rossel, ce groupe franco-belge maintenant, puisque je crois qu'il y a autant d'activités. Mais au mental belge. Donc, c'est le mieux géré de nos groupes de PQR. Ce qui lui vaut d'ailleurs une des plus mauvaises images, parce que Bernard Marchand, d'une certaine façon, ne tolère pas les pertes et dès que, grâce à son manager, il anticipe un ralentissement, il déclenche des plans sociaux comme il vient d'en faire. Jean-Benoît Baillet s'en est inspiré parce qu'il a été formé aussi par un des grands managers historiques de ce métier, Bernard Maffre. À Midi Libre, il va y avoir des suppressions d'emplois. Les suppressions d'emplois, maintenant, elles vont toucher l'os, c'est-à-dire les journalistes. Et ça, c'est quand même plus difficile parce qu'en même temps, il faut avoir le courage de réembaucher. Et
également Il y a un certain d'autres nombre postes. de ces sous-pressions ne seront pas aussi bien financées par la puissance publique que nous avons pu faire quand même payer l'État au niveau, d'une certaine manière, des restructurations industrielles. Donc, c'est vrai que c'est difficile, mais il n'y a pas de choix autre que de se renforcer. Au moins de coopérer, si ce n'est de se racheter les uns les autres, au moins de coopérer Et sur aussi, l'impression, sur... Alors, on peut vraiment partout se poser la question, est-ce que c'est le métier d'un éditeur d'être un industriel, que ce soit en distribution ou en que ce impression. soit en production? Laissons à des professionnels de ces métiers le soin de le faire et concentrons-nous sur un seul mot qui est contenu, recherche en développement, innovation probablement vers des secteurs dont on ne sait pas obligatoirement lesquels seront aujourd'hui porteurs. Retenons aussi les talents, parce que souvent, ce qui me frappe, c'est d'ailleurs reconnu là dans le numéro des 50 ans de l'IB, où je crois que c'est chez Geoffrin qui rappelait que le scandale Orpea, il provient d'une enquête, bien sûr, d'un grand journaliste, mais soutenue par un éditeur de livres. Et très souvent, on voit qu'un certain nombre des scoops que la presse met en scène, ce sont des bonnes feuilles d'enquête qui ont été soutenues par, je dirais, les éditeurs de livres. Et pour ça, d'ailleurs, Chirac contre de courant, c'est vrai que dit que c'est trop grand, Hachette plus Éditis. Je suis pas aussi sûr que ça, parce qu'en plus, il faut pas confondre la structure capitalistique et, je dirais, le fonctionnement. Dans l'édition de livres comme dans les rédactions, ce qui compte, c'est les animateurs qui véritablement font des petits États dans l'État et en réalité fédèrent des micro-PME. Nous resterons toujours, au fond, dans un contraste de devoir avoir de grosses machines qui doivent être industrialisées, mais qui savent faire émerger, vivre des artisans qui n'ont pas, eux, vocation, je dirais, à devenir des industriels. Non. Et c'est pour ça que je suis un peu triste quand, vous voyez, vous évoquiez Ebra, c'est vrai que ça a été l'autre grande concentration, mais elle date d'il y a une décennie. Mais Ebra, du fait, au fond, de la législation et du fait aussi que le successeur de Michel Lucas, le grand banquier Nicolas Terry, s'est dit, bon, j'ai déjà beaucoup de titres, et c'est vrai que, et en nombre de titres et en diffusion, il est le premier, il est devant, je dirais, Ouest France, qui n'a jamais été un journal glouton. Lui, il a beaucoup de titres. Mais en réalité, la vraie logique industrielle, c'est lui qui aurait dû être le candidat à la reprise de Nice Matin, parce que là aussi, il faut être géographe. L'histoire, elle s'exprime le mieux par les territoires, pardon de revenir après ces territoires. Il y a une réalité, c'est la route Napoléon. Nice, Grenoble, Lyon. Donc, Nice, normalement, aurait dû être dans son giron plutôt que véritablement laisser d'abord à tapis aux Belges et puis finalement, les Belges quelque temps. Je dirais à Xavier Niel, qui a trouvé d'ailleurs un remarquable manager pour en quelques mois vraiment le redresser d'une part et d'autre part aussi créer toute une série, toute sa gamme de produits spécialisés. Et puis, ce qui va être à suivre, c'est que peut-être il va y avoir un projet industriel commun d'une imprimerie entre la Provence et Nice Matin dans le Var, ce qui me fait quand même sourire. Ça n'a pas trop de sens. Enfin, je reprends ce que vous me disiez tout à l'heure. Mais... Ce qui me fait sourire, c'est que ce projet, il a commencé à être imaginé par Gérald de Roquemorel il y a plus de 20 ans, quand Hachette et Lagardère contrôlaient et Nice et Marseille. Ouais. Alors ça s'est pas fait parce que à Marseille, entre autres,
l'imprimerie était sous contrôle de FO. À Nice, elle était sous contrôle de la CGT. Donc Voilà, vous imaginez qu'il n'y avait pas d'atome crochu. Mais comme vous le soulignez aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas trop tard qu'il y ait de nouvelles rotatives alors que de Nice à Perpignan, il y en a déjà trop? Mais il y a un côté qui me surprend, que ce soit chez les milliardaires qui arrivent ou que ce soit chez les familles historiques, ils sont véritablement toujours amoureux, non pas de leur rotative, mais de la cathédrale, ouais. Je dirais, que représente le fait de bâtir une imprimerie. Je me souviendrai toujours, avec Michael Ringier, on avait des contacts avec les uns les autres, et entre le Blic et le Parisien, il peut y avoir des parentés. Un jour, il nous invite, à l'époque, le Parisien était à Saint-Ouen, et il tient à la fin, en guise de dessert, nous faire visiter ce qu'allait être la nouvelle. Et il nous fait visiter une imprimerie où les rotatives n'étaient pas arrivées. Alors, j'ai d'abord compris pourquoi ça coûtait quand même si cher, parce que c'était des cathédrales de béton, et c'était beau d'ailleurs, ces grands halls, je dirais, très, très totalement vides, et je comprenais ça. Et là, un Philippe Amaury qui était pourtant la réserve même, je le sentais qu'il se disait, j'ai fait quelque chose, et c'est au fond comme s'il avait construit la cathédrale de Notre-Dame. Mais chacun... C'est irrationnel, oui, surtout en 2023. Heureusement, je crains que si l'irrationnel n'a fait pas encore cours, je ne suis pas sûr qu'on aurait des investisseurs en PQR. Oui. Donc voilà, oui, que cette flamme, je dirais, même si c'est pour de mauvaises raisons, qu'il y ait des gens qui viennent vers la PQR et qui trouvent en revanche ceux qui ont de bonnes raisons pour essayer de la transformer. Très clair. Mais si le modèle économique du futur, alors c'est bien, ça fait de l'emploi, c'est beau, c'est des belles cathédrales, etc. Mais c'est quoi l'avenir de la PQR en tant que modèle économique pour vous? Est-ce que c'est du tout serviciel? Est-ce que, de manière très provocatrice, c'est actu.fr qui est donc ce nouveau site que vous... Enfin, nouveau, il a déjà quelques années en l'occurrence, mais qui est donc le site d'actu de Publi Hebdo, filiale de SIPA Ouest France, qui est un regroupement de titres de presse hebdomadaire régionale, qui a un vrai succès. Un exceptionnel succès d'audience. Grâce à un homme qui est Monsieur Gonan, Francis Gonan, qui a été materné dans le groupe Ersan, donc il a appris. Et en réalité, avec les moyens du groupe Ouest France, il a, à partir d'une base locale d'hebdo que Ouest France avait développée sur son territoire, il a fait, lui en PHR, ce que Ouest France ne s'est, au fond, jamais vraiment autorisé à développer, c'est-à-dire devenir, un prédateur, sortir de son territoire, avoir une puissance et jouant effectivement sur le numérique, il a fait de ces journaux qui ne sont que de petits commandos avec peu de moyens, il leur a donné un supplément d'âme en leur donnant ce site qui devient un site national pour lequel il y a de plus en plus, je dirais, de gens. Mais là aussi, on se pose quand même quelques petites questions de stratégie et de duplication. Ce beau groupe, SIPA Ouest France, il a actu, remarquable. Il est partenaire du site de 20 minutes. À 50%. Et il est, avec Rossel le Belge, il est presque à l'origine de 20 minutes. Et il a, je dirais, aussi du numérique à travers Ouest France. On peut se dire que, vu la qualité de ce qu'était Ouest France, qui à une époque avait un titre qui s'appelait « La Bretagne à Paris ». Il y a eu plusieurs fois des titres régionaux qui véritablement ont eu des suppléments, non pas nationaux, mais
pour leur communauté expatriée dans la capitale. Il y a eu l'Auvergnat de Paris, mais la Bretagne à Paris a existé pendant un certain nombre de lustres. J'ai dissuadé un jour, je dirais, Vincent Bolloré, avant même qu'il ait quoi que ce soit dans la PQR, il m'avait interrogé, ou dans les médias, se disant, comme il est authentiquement breton, tiens, il serait quelque chose, et Ouest France, là, voulait s'en séparer, mais la communauté n'était pas suffisante pour faire vivre, et à l'époque, on n'était que sur papier. Mais c'est vrai que la hauteur de vue des éditorialistes, la partie nationale d'Info qu'à Ouest France, fait qu'en réalité, ce pourrait être une marque nationale. Totalement. Surtout quand on n'a plus, je dirais, la contrainte du transport. Et ça, c'est le gros avantage du numérique. Mais ce que je dis n'est pas une absurdité, pardon, c'est ce qui s'est passé dans d'autres pays. New York Times, le Washington Post. Prenons plus près de nous. Parce que la transposition américaine, c'est toujours plus délicat. Mais le Guardian, qui est un des grands journaux internationaux de qualité, eh bien, il faut se souvenir qu'au départ, c'était, et c'est toujours, la propriété du Manchester Guardian, donc d'un journal régional. Il faut se souvenir d'ailleurs qu'à une époque, Lignel, qui était l'un des propriétaires du Progrès, avait rêvé avec le journal Ronald de faire quelque chose à vocation nationale, voire internationale. Et d'une certaine manière, il y a vraiment quelque chose, je pense qu'il y a eu une occasion manquée quand Marie-Odile Amaury a cédé le Parisien. On aurait pu se dire, s'il y avait eu à l'époque un Delaporte peut-être pour les fédérés, ça serait fait, la PQR aurait dû se rassembler pour racheter le Parisien et aujourd'hui et avoir sa tête de réseau. Une espèce d'actu.fr, mais papier qui fédérait les contenus de la PQR. Et qui aurait... Ça aurait été pas mal ça comme projet, c'était rigolo. Oui, j'ai essayé, plusieurs patrons de PQR ont essayé, mais... c'est dur. Si je peux, puisqu'il y a prescription révélée, ce qui était au fond, ce que je retirais des réunions ou des échanges, ils étaient plutôt d'accord. Mais ceux qui étaient d'accord, ils voulaient être le chef de file et ils voulaient en revanche que ce soit ses petits confrères qui payent. Et donc, et c'est amusant parce que il y en avait 2 ou 3 moteurs, mais ils étaient tous dans ce même état d'esprit. C'est donc Bernard Arnault qui, fort heureusement, je dirais, l'a emporté par défaut. Je veux dire, il s'est plutôt dévoué que véritablement lancé. Autant, je pense que la démarche vers les Échos et le formidable redéploiement des Échos correspond à sa stratégie. Celle du Parisien était peut-être plus une stratégie opportuniste. Bon, et ça arrive. Sur le côté serviciel, vous en parliez tout à l'heure, un groupe comme Ringier, une bonne partie maintenant du chiffre d'affaires ne devient même plus du journalisme pur. Hein. 2 tiers viennent des plateformes. Vous pensez que c'est une des voies de survie de la PQR, le tout serviciel, événementiel? C'est quelque chose que vous appelez, que vous regrettez? Essayons de se poser la question, d'où la PQR tient-elle sa force? À la limite, d'ailleurs, quand on recherche des unfair advantages, on peut se dire que, au fond, elle a réussi depuis les années 60 à être partout en position de monopole. Alors, on évoquera qu'il y a quelques petites zones de recoupement entre, je dirais, le Télégramme et Ouest France, mais on revient toujours au même. Mais globalement, les zones sont bien établies. Globalement, c'est quand même un méga avantage. Je suis seul sur mon métier, sur mon territoire. Vous prenez les news. Ils sont 4, pour ne pas dire 6, à se tirer les uns dans les autres, alors qu'on peut même se poser la question que est-ce que cette formule de presse c'est une très bonne question. Je dirais donc
Là, la PQR, elle est seule sur son territoire. Elle a su, quel que soit son actionnariat, apprendre à gérer une certaine polyphonie des opinions. Elle a su aussi plus fidéliser ses équipes éditoriales parce que les journalistes, en réalité, n'aiment pas trop bouger. Déjà, au sein d'une zone, produire de la modibilité, c'est pas aussi évident. Donc, je pense qu'il faut qu'elle se serve de cet atout, de cet exceptionnel ancrage, en reprenant haut et fort, je dirais, son drapeau, qu'elle s'affirme, comme à l'époque où j'étais aux côtés de Jean-François Lemoyne, nous devions être les ambassadeurs de nos régions. Le patron du régional devait être toujours dans les classements des gens qui comptent. Or, depuis 15 ou 20 ans, chaque fois que je vois les Échos ou Challenge faire des classements régionaux, le patron du régional, il n'existe pas. On a un déficit d'incarnation au niveau des managers, même si certains, d'une certaine façon, sont encore des familles établies. Mais comme on leur a, d'une certaine manière, dit « Attention, faites pas de politique », quand Jean-Michel Baillet était ou député ou voulait prendre la mairie de Toulouse, on dit « c'est pas bien ». Mais attendez, le rayonnement de Gaston Defferre et du Provençal, c'était le fait qu'il était maire de Marseille, c'était qu'il avait une agence de presse, la CP, il avait le journal socialiste, le Provençal, il avait le Méridional, et d'ailleurs, où il était le plus interventionniste, où il prenait plus de plaisir, c'était à refaire la une du Méridional, où souvent, de ses rédacteurs en chef me l'ont rapporté, il allait plus loin que eux osaient pour critiquer Defferre, parce qu'il savait qu'un des moteurs de ce journal de droite, c'était la critique du maire. Donc, il faut avoir une duplicité positive. Donc, il faut vraiment que ces journaux, par tous les moyens, réinvestissent leur territoire. Donc, qu'ils aient des activités servicielles, ce qui veut dire en réalité des activités au service des gens qui sont leurs consommateurs, c'est une évidence. Je pense que pour un régional, c'est plus légitime de faire du serviciel dans sa région que véritablement pour un national. Que, je dirais, faire du ticketing, faire un ensemble de choses, mais c'est des atouts considérables de partir d'une base où on est normalement le seul, je dirais, à le proposer. En revanche, si on veut être performant, probablement, il faut le faire à une échelle, je dirais, supérieure à celles qui sont les plateformes de base de nos régions. C'est pour ça qu'on peut louer que Lucas ait constitué EBRA, et j'ose espérer que ce groupe va retrouver un équilibre. Il était à deux doigts de le retrouver si la hausse du papier et puis l'énergie n'avait pas pénalisé d'une 20aine de millions. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il aille plus loin. Il faut louer le courage de Jean-Michel Baillet, qui a quand même acheté, je dirais, Midi Libre. Il faut se féliciter que Ouest France aussi ait véritablement à ses côtés le Courrier de l'Ouest, Presse Océan, et que M. Marchand envoyait Rossel encore à un moment où il y avait un titre à vendre, mais en perdition, qui était Paris-Normandie. Il a tendu la main et l'a intégré, je dirais, dans son ensemble. Donc, il y a eu des pas, mais des pas insuffisants. Si j'appelle à 3 groupes, et ce qui est formidable, c'est que je crois que ces 3 groupes, tout un chacun peut y être. Je pense qu'il devrait y avoir une saine émulation, dire « je vais être un des 3 mousquetaires qui sera là en 2030 ».
Et suivant l'ingénierie financière, suivant l'habileté avec laquelle je saurais nouer des partenariats, suivant la manière dont je regarderais les pyramides des âges des collaborateurs et surtout les pyramides des âges chez les actionnaires, je pense qu'il y a des cohabitations qui devraient permettre d'aller plus loin que de fiançailles, d'aller vers de vrais mariages. Parce que si on ne fait pas cela, et vous évoquiez, je vous avais un peu repoussé par rapport à la presse américaine, sur le plan national, a d'exceptionnelles réussites, mais comme beaucoup de choses qui se déroulent aux États-Unis adviennent plus tard en France, moi, ce qui me frappe aux États-Unis, c'est de plus en plus de zones où la presse quotidienne, locale, a disparu. Des déserts, des vrais déserts. Il faut maintenant que ce soit des organisations de bienfaisance ou des fondations qui se disent c'est une nécessité qu'il y ait de l'info locale. Donc, nous avons pour l'instant la chance de n'avoir aucun territoire de désert alors qu'on a été à 2 doigts de l'avoir à Rouen. Bien, travaillons à mailler pour que ces déserts ne se créent pas. Même si, économiquement, le chemin va être très rude. Ouais, très rude. Mais peut-être, comme vous disiez, les crises sont quand même des formidables accélérateurs. Les crises, normalement, sont des accélérateurs. Et puis, c'est dans les moments difficiles que les âmes bien nées se révèlent. On suivra tout ça. En tout cas, ça risque d'être passionnant les années qui viennent. Je n'en doute pas. On a de l'espoir. Et j'espère bien continuer à accompagner ces acteurs en essayant de... C'est le seul avantage que je peux leur apporter, c'est les connaître un peu. Depuis pratiquement un demi-siècle que je les accompagne, et surtout d'essayer de... non pas de chercher le secret de leur âme, mais de chaque fois dans le mouvement d'essayer de ne pas trahir l'ADN qui justifie leur spécificité. Et ça, c'est un sacré numéro d'équilibriste, ça, quelque part. Mais c'est ça qui est agréable à faire. Tout à fait. Jean-Clément, on arrive au bout de cet épisode. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que sur la PQR, je pense qu'on a fait... Alors évidemment, j'invite toutes celles et ceux qui écoutent cet épisode à acheter ce petit livre qui se lit très bien, qui est très agréable, qui donne une bonne vision de moins de 10 euros. En plus, dans la semaine, je dirais, du Festival du Livre, ouais. Dans une collection qui doit beaucoup à Richard Verly, qui est un journaliste terrain, l'âme des peuples, qui véritablement est à l'écoute du territoire. Donc, ce livre, il était fait pour le 10e anniversaire. Merci Jean-Clément. La dernière chose qui est un peu le gimmick du podcast, est-ce que vous avez un truc cool à nous partager? Ça peut être ce que vous voulez. Alors de mon côté, alors quelque chose qui n'a absolument aucun rapport, moi, avec la PQR. J'ai juste vu dans une newsletter qui s'appelle Pioche, qui est une petite newsletter qui met en avant les nouveaux récits de l'écologie. Donc, je m'y suis inscrit récemment, cette newsletter. Voilà, un club, donc une sorte de boîte de nuit à Glasgow qui transforme la chaleur corporelle des danseurs en énergie. Donc, c'est un système assez nouveau et je trouvais ça assez rigolo parce que je me disais, encore une fois, face à une crise, l'être humain a quand même parfois cette capacité à innover. Et alors, même ça ne veut pas dire que j'ai une confiance aveugle dans le futur de l'homme et que le progrès ne sauvera pas tout et qu'il faut faire des efforts. Je trouvais ça assez marrant. Donc, ce système qui permet de capter la chaleur des danseurs, de la stocker pour la réutiliser, pour faire la climatisation. Je trouvais ça assez rigolo. On peut imaginer ça dans les bureaux. De votre côté, peut-être un film, une expo que vous avez vu, un livre, un podcast ou un média que vous auriez vu passer? J'ai beaucoup aimé le livre de Sébastien Le Foll sur cette bande étonnante. Bien sûr, on ne présente plus François Mitterrand, mais Bettencourt, Dalle et surtout le général de Bénouville. C'est
un bras droit d'Assaut, mais c'est surtout depuis avant Jarnac, depuis l'école primaire, c'est cette relation, je dirais, qu'il entretenait avec le président de la République. Et j'ai été très très ému par les dernières pages où on rapporte qu'il l'a veillé jusqu'au dernier jour. Jusqu'au son dernier souffle. Donc en bande organisée. En bande organisée, Sébastien je dirais Le Foll. ça vaut le détour. Et puis si vous me permettez encore un autre livre que j'ai beaucoup aimé, c'est les discours de réception à l'Académie française par Orsena de l'historien géographe Pascal Horry, dont le père était journaliste à Ouest France et qui vient, et ça je trouve ça a été un bon choix de cette association qui contrôle Ouest France et qui pourtant n'est pas très transparente, d'avoir ouvert ses portes à un esprit aussi ancré dans le terrain et finalement issu de la mouvance. Très bien, je mettrai les liens de tout ça dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent retrouver. Jean-Clément, merci de votre temps, merci de votre vous remercie cette passion, ce dialogue. Voilà. Cette mémoire vivante des médias. C'était un vrai honneur de vous avoir au micro de Mediarama. Donc encore une fois, merci. Et bravo à Mediarama, c'est une très très belle initiative. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa